Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 3 juillet 2023 et on commence directement le show avec Seth Rollins qui arrive sur le ring. Il va débriefer un petit peu Money in the Bank et il va parler de l'avenir avec SummerSlam qui arrive dans 5 semaines. Mais il va se faire interrompre par Cody Rhodes qui va faire son entrée. Il va arriver dans le ring mais il aura même pas le temps de dire un mot puisque Brock Lesnar va faire son retour. Donc la musique de Brock Lesnar retentit. Cody Rhodes il réfléchit même pas, il se retourne même pas pour voir si Brock Lesnar est bien là. Il enlève juste sa veste. Il court directement vers Brock Lesnar, ça part en grosse bagarre qui va arriver même dans le ring. Brock Lesnar à un moment donné va vouloir mettre un F5 sur Cody Rhodes, mais Cody Rhodes va se retourner, va lui mettre un Cody Cutter, et puis ce sera la fin de ce segment. Mais je trouvais que c'était un super segment pour commencer cet épisode de Monday Night Raw. Par contre, j'ai pas compris réellement pourquoi le lien avec Seth Rollins, etc. Je me dis un petit peu que ils ont essayé de faire genre Cody Rhodes il allait challenger Seth Rollins pour SummerSlam, et que finalement les plans étaient changés puisque Brock Lesnar il est revenu et que Cody Rhodes s'attaque directement à Brock Lesnar. Donc voilà, ils ont essayé de faire le lien rapidement. J'ai compris le fond de cette histoire-là, mais le segment, j'ai trouvé super bien. D'habitude, c'est pas le genre de segment qui me plaît énormément, mais là, avec Brock Lesnar et Cody Rhodes, j'ai trouvé que c'était intense et que c'était bien directement dès le départ. Donc j'ai juste hâte de voir quel match ils auront à SummerSlam, sur une stipulation ou quoi que ce soit. Mais j'ai juste hâte de voir la suite pour Cody Rhodes et Brock Lesnar. Ensuite, en retour de pub, Rollins va revenir dans le ring. Il va parler encore une fois de l'avenir de SummerSlam, etc. Mais il va se faire interrompre par Judgment Day sans Finn Balor, donc on aura un replay Damien Priest et Dominic qui vont arriver dans le ring. Et tout ça, ça va nous mener à un match qui sera officialisé dans le main event de Monday Night Raw. Dominic qui va affronter Seth Rollins. Bizarre un petit peu le choix du match. J'ai pas compris pourquoi réellement Seth Rollins contre Dominic. Je pense que ça va continuer cette petite rivalité entre Judgment Day et Seth Rollins, hein, plutôt entre Finn Balor et Seth Rollins, qui vont continuer à avoir des trucs ensemble et continuer d'avoir les tensions entre Judgment Day. D'ailleurs, par rapport à Cody Rhodes, plus tard dans la soirée, il va revenir sur la rampe d'entrée pour faire une petite promo. Il va se faire interviewer par une madame, je la connais pas du tout, où il va dire qu'il pourrait, enfin, qu'il va affronter Brock Lesnar, peu importe où, il s'en fout de quand il affronte Brock Lesnar, et il pourrait, s'il le faut, affronter Brock Lesnar tous les jours. C'était un petit peu incohérent en vrai d'avoir une promo juste après ça, parce que on aurait pu l'avoir la semaine prochaine, on aurait pu l'avoir même dans 2 semaines ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça incohérent parce qu'il se fait attaquer par Brock Lesnar plus tôt dans la soirée. Il est en tenue de catch et puis il revient en costume tout frais, comme si c'était rien passé de la soirée. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. À la limite, il était en backstage, tout essoufflé, en tenue de catch. Il se fait interviewer, ok, mais là il arrive sur la rampe d'entrée en costume. J'ai trouvé que la temporalité dans cette histoire-là, elle était juste ratée et c'était un petit peu nul. Entre temps, on a eu un match entre Shinsuke Nakamura et Damien Priest. C'était pas un match hyper intéressant, ni hyper long ou quoi que ce soit. C'était juste un petit match sympa, victoire de Damien Priest qui remporte le match clean, il me semble, contre Shinsuke Nakamura. Il va lui mettre, je sais plus quel move il lui met pour remporter le match, mais victoire de Damien Priest. Ensuite, on a eu un segment que j'ai trouvé hyper intéressant avec Ronda Rousey qui arrive sur le ring. Elle veut des explications de la part de Shayna Baszler, donc Shayna Baszler va faire son entrée et elle va broyer Ronda Rousey au micro. Elle va dire que personne, enfin tout le monde est d'accord, personne veut entendre Ronda Rousey essayer de faire une promo au micro. C'est toujours catastrophique. Elle arrive dans le ring, elle va donner même des explications à Ronda Rousey. Elle lui dit que ça fait des années du coup que elle se bat pour arriver à la WWE, alors que Ronda Rousey elle est directement arrivée à WrestleMania et c'est un petit peu grâce à elle. Du coup, Shayna arrive dans le ring, elle va se faire attaquer par Ronda Rousey qui va la pousser avec un kick. Ensuite, Shayna Baszler elle va la contrer, elle lui mettra un ankle lock et puis elle va terminer en lui mettant un running knee dans la gueule directement. Je suis vraiment hype un petit peu par cette feud entre Ronda Rousey et Shayna Baszler parce que je sens qu'il y a un truc grand qui peut sortir de tout ça. J'ai juste hâte de voir où tout ça va nous mener. Peut-être un match à SummerSlam, et je l'espère, c'est la chose à faire. Mais juste hâte de voir enfin le retour de Shayna Baszler sur le devant de la scène parce qu'elle le mérite. Et ça met beaucoup de temps. Et là, directement, une feud contre Ronda Rousey, c'est la bonne chose pour relancer Shayna Baszler. J'avais du mal à revoir Shayna Baszler sur le devant de la scène quand elle se faisait battre par Liv Morgan à Clash at the Castle, il me semble. Enfin, à ce moment-là, j'espérais directement un retour de Shayna Baszler. Je me rappelle, on discutait tous par rapport à ça. On disait, est-ce que Shayna Baszler doit battre Liv Morgan pour revenir directement? Elle est plus assez établie pour revenir directement. Et là, je pense qu'on arrive au moment où Shayna Baszler, elle peut se réétablir et ce serait vraiment génial que ça se passe comme ça juste après. Ensuite, on a eu un tag team turmoil pour définir qui seront les aspirantes pour les titres par équipe féminin. Bon, Turmoil, c'est un gauntlet match, c'est juste que la WWE, ils ont des tas de stipulations qui ont le même fond, mais qui ont juste changé de nom. Gauntlet match Turmoil, No Holds Bar, No Disqualification, Street Fight, enfin bref.
plein de stipulations qui sont la même chose, juste des noms différents et c'est un peu nul, mais bon, enfin bref. Donc on a Sonya Deville et Chelsea Green qui affrontent Candice LeRae et Indy Hartwell dans le premier round de ce Tag Team Turmoil. Et elles vont remporter le match rapidement, juste un running knee sur Candice LeRae, elles vont faire le tomber sur A2 sur Candice pour le compte de 3. Donc victoire rapide et c'est très décevant de voir comment la WWE book Candice LeRae et Indy Hartwell. Je sais pas qui réellement se charge de ça, mais si c'est Triple H, je suis vraiment déçu parce que Triple H, il avait plein de... Enfin, c'est pas comme si Candice LeRae et Indy Hartwell c'est des no-name à NXT et que personne s'occupait de Candice LeRae et Indy Hartwell comme dans le main roster. Donc je pense vraiment c'est juste quelqu'un dans l'équipe créative qui aime pas Candice LeRae ou Indy Hartwell ou Gargano, je sais pas, mais il faut faire quelque chose et il y a plein de noms comme ça que Triple H a fait revenir, ils ont zéro booking, c'est juste décevant et c'est frustrant en vrai. À la limite, si ça fonctionnait pas avec le public, ok, mais c'est juste frustrant, les gens ils veulent les voir. Bon, c'est pas le public à Monday Nitro et à SmackDown qui pop pour elle, mais les gens sur internet, sur les réseaux sociaux comme ça, ils veulent voir Candice LeRae, Indy Hartwell, Johnny Gargano et tous ces catcheurs qui sont un petit peu oubliés à la WWE, mais la WWE ne veut pas les montrer, ne veut pas leur donner quelque chose et c'est juste décevant et j'espère que Triple H un jour va faire quelque chose pour ça parce que là c'est juste rebou. Enfin bref, victoire de Sonya Deville et Chelsea Green. Elles vont remporter aussi le deuxième round en battant Emma et Nikki Cross, une team sortie de nulle part, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça, c'est ridicule. Ensuite elles vont battre Tegan Nox et Dana Brooke, encore une fois une team sortie de nulle part. C'est juste besoin de 2-3 noms pour compléter le Tag Team Turmoil. En fait je me demande ce qui se passe dans l'équipe créative à ce moment là quand ils décident de faire un Tag Team Turmoil et qu'ils se disent ah merde on n'a pas d'équipe. Je me demande réellement qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Ils disent on va faire des mélanges comme ça doit juste être déprimant en vrai. Je comprends pas. Donc Tegan Nox et Dana Brooke qui perdent. Et pour terminer dans le dernier round, la seule équipe de ce tournoi, Katana Chase et Kendall Carter qui vont perdre face à Sonya Deville et Chelsea Green. C'est pas un choix bizarre de faire gagner Sonya Deville et Chelsea Green. C'est juste déjà leur deuxième opportunité, donc je vois pas pourquoi créer un tag team turmoil pour juste avoir ça. Beaucoup de temps d'écran pour les titres par équipe, pour finalement avoir rien d'intéressant là-dedans. Ensuite on a Becky Lynch qui arrive sur le ring pour faire une promo, mais elle va se faire interrompre par Trish Stratus et Zoe Stark. J'ai pas trouvé qu'il y a eu quelque chose de très intéressant qui est sorti de ce segment là. Juste deux trois petits clashs en promo, mais pas ouf, genre... en fait, on a Trish Stratus qui arrive avec un masque parce que c'était pété le nez à Money in the Bank. Puis il y a eu des petites remarques du genre t'as mis un masque parce que t'es trop moche ou les publics devraient mettre un masque parce que vous êtes trop moche. Enfin bref, des trucs nuls, ça amène rien dans la storyline et je trouve ça ridicule. Et tout ça, la seule chose qui est sortie de ce segment-là, c'est juste que Becky Lynch elle va affronter Zoe Stark la semaine prochaine. Donc on va voir ce que donnera le match, mais vraiment pas hypé par rapport à cette feud entre Becky Lynch et Trish Stratus. Et ça sort pas de nulle part parce que ça fait déjà quelques mois que je m'en fous un petit peu de cette storyline là et j'ai juste hâte qu'on en termine avec tout ça parce que 5 semaines ça va être très très long jusqu'à SummerSlam et j'ai très peur qu'on soit tous très lassés par rapport à ça et que ça rende juste un match pourri finalement. Ce serait vraiment dommage. Par contre, entre-temps, segment très intéressant, enfin c'était pas le segment en soi qui était intéressant, mais ce qui va émaner de ce segment par la suite que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on nous montre un clip où Logan Paul et Ricochet se fight en backstage. J'imagine que c'était juste après Money in the Bank qu'ils avaient tourné ça, puisque Logan Paul, forcément, il a une vie un petit peu plus active enfin, un peu plus active pas réellement, mais il a plein de choses à faire en dehors du catch, donc forcément, il n'était pas là présent à Monday Nitro. Ils ont dû filmer ça juste après Money in the Bank. Donc Logan Paul et Ricochet qui se battent. Et puis on a Ricochet qui est en backstage qui va s'exprimer par rapport à ça. Il challenge Logan Paul, il veut le voir en face à face la semaine prochaine à Monday Nitro. Donc j'ai l'impression que la WWE là, a fait un très très bon choix. Tout le monde veut voir ce match là entre Ricochet et Logan Paul, quitte à avoir un match de Logan Paul à SummerSlam. Donc j'espère réellement qu'on va se diriger vers un Logan Paul contre Ricochet à SummerSlam. Et c'est un petit peu le moment pour que Ricochet il évolue un petit peu dans le main roster. Ce sera seulement son deuxième match à SummerSlam. Il avait affronté AJ Styles à l'époque où il avait perdu son titre, ou alors il avait essayé de récupérer son titre, mais finalement il n'avait pas réussi. Enfin bref, c'était en 2019, ça remonte à il y a 4 ans. Mais là, il va affronter Logan Paul à SummerSlam, et j'ai juste hâte de voir ce match-là qui peut juste être grandiose, parce que Ricochet c'est un très très grand talent. Logan Paul il s'améliore de jour en jour, donc c'est bien pour lui. Et j'espère juste que ça va aider Ricochet un petit peu à évoluer par la suite. Enfin bref, ensuite Rhea Ripley elle a défendu son titre face à Natalia dans un match qui était déjà prévu. Il y avait 2-3 teasers par rapport à ce match-là à Money in the Bank, la WWE qui nous utilisait ce match-là. C'était un match assez compétitif, très différent de ce qu'on a pu avoir il y a quelques semaines avec Rhea Ripley et Natalia. Donc tant mieux pour Natalia. Victoire de Rhea Ripley qui va conserver son titre sans surprise.
Ensuite, elle va réattaquer Natalya après à la fin du match. Un petit peu construction habituelle. Mais elle va se faire interrompre par Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui sont là pour sauver un petit peu Natalya. Et j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il n'y a aucun rapport en vrai entre Natalya, Rhea Ripley, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. J'ai pas compris. Et d'ailleurs, après en backstage, elle va se faire interrompre Rhea Ripley par Io Sky qui va la mettre un petit peu en garde. Comme quoi elle pourrait cash in à n'importe quel moment. Et j'espère que c'est un petit peu un bait de la WWE de faire ça. Parce que moi j'ai envie de voir Io Sky cash in sur Asuka, même si c'est un petit peu incohérent parce qu'ils sont pas dans la même brand, mais on sait qu'avec les mallettes c'est possible, donc j'espère que la WWE nous bait un petit peu et que Io Sky finira par cash in sur Asuka pour devenir championne à SummerSlam ou je sais pas quand, mais je pense que c'est plus intéressant pour Io Sky d'avoir des feuds du côté de SmackDown plutôt que des feuds du côté de Raw. Ensuite, Matt Riddle va affronter Giovanni Vinci, donc ça continue un petit peu cette histoire entre Matt Riddle et Imperium, j'ai pas compris pourquoi. Gunther il a battu clean Matt Riddle, donc je vois pas le lien en vrai. C'est un petit peu comme quand Matt Riddle il revient de sa cure, si je peux dire ça comme ça, et qu'il revient et qu'il fight directement avec la Bloodline alors que c'est terminé depuis bien longtemps cette histoire entre eux. Là j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Matt Riddle il reste dans cette histoire là juste pour faire le lien entre Drew McIntyre et cette feud qui va commencer avec Gunther, comme si la WWE voulait pas prendre de risque en lançant un truc avec Gunther et McIntyre, alors que vraiment il n'y a pas de quoi avoir peur, c'est Drew McIntyre et c'est Gunther. Donc je vois pas pourquoi tu laisses Matt Riddle pour faire le lien. Ça rend juste un petit peu le truc un petit peu plus friendly, parce qu'il y a Matt Riddle qui est drôle là-dedans, et je trouve ça un petit peu nul. Enfin bref, donc Matt Riddle il va battre Giovanni Vinci, j'imagine que le match n'était pas très long, j'étais pas méga concentré pendant ce match-là, mais il a remporté le match avec un finish de merde, un compte très rapide pour battre Giovanni Vinci, mais après le match il va se faire attaquer par Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. Comme d'habitude, construction habituelle. Après le match, tu te fais attaquer par les heels et puis il y a des faces qui viennent te sauver. Et là, ça n'a pas loupé. Comme d'habitude, on a Drew McIntyre qui est arrivé. Il a attaqué Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. On avait Gunther qui est en ringside, mais il n'a pas bougé un poil. Il s'en fout un petit peu de voir l'Imperium se faire battre. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ok. Et après, à la fin du segment, une fois que Drew McIntyre a remis son Claymore, on aura Gunther qui va monter sur le coin du ring et ils vont se faire face à face comme ça. Mais pas trouvé non plus que le segment était fou. J'ai juste hâte de voir comment ça va se construire la suite. Mais là, c'était un petit peu lent. J'aurais préféré avoir quelque chose de plus entre McIntyre et Gunther, et en espérant que Matt Riddle se détache un petit peu de cette storyline par la suite. Parce que on s'en fout un petit peu de Matt Riddle dans cette histoire-là. Enfin bref, ensuite, on a eu le main event. Dominique a affronté Seth Rollins dans un match pas pour le titre. D'ailleurs, dans les affiches promotionnelles, si je peux dire ça comme ça, de ce match-là, Dominic Mysterio, il avait un surnom un petit peu comme Seth Rollins, Seth freaking Rollins. Là, Dominique, je crois qu'il avait un surnom, j'ai oublié complètement le. Ah, je crois que c'était Dirty ou Dirt, je sais plus trop quoi. Enfin bref, il avait un surnom, je trouve ça ridicule en vrai, tous les surnoms comme ça, c'est pas intéressant et tout le monde s'en fout en vrai des surnoms. Moi, Seth Rollins, je l'appelle Seth Rollins, je l'appelle pas Seth freaking Rollins au quotidien. Donc, ouais, je m'en fous un petit peu des surnoms, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Rollins qui affronte Dominic Mysterio. Dominic Mysterio qui accompagne Damian Priest et Rhea Ripley, pas de Finn Balor encore une fois. Il joue sur le fait que Finn Balor est un petit peu en tension, on va dire, avec Damian Priest par rapport à ce qui s'est passé à Money in the Bank, et tant mieux en vrai. Et d'ailleurs, Damian Priest, lui, va causer la victoire, enfin, il va coûter la victoire à Dominic Mysterio puisqu'il va attaquer Seth Rollins, et du coup, Seth Rollins va remporter le match par disqualification. Après le match, Damian Priest va continuer de s'attaquer à Seth Rollins. Dominic Mysterio, lui, va s'attaquer avec Seth Rollins avec la mallette de Damian Priest. Il va le remettre dans le ring, et Damian Priest, à ce moment-là, il voudra cash in, mais Finn Balor va arriver. Il va attaquer Seth Rollins qui va retomber sur Damian Priest. Donc là, c'est très intelligent de la part de la WWE de créer le truc comme ça. J'ai trouvé ça sympa. Et du coup, bah, Finn Balor, un petit peu comme Damian Priest à Money in the Bank, il va coûter la victoire du cash-in à Damian Priest, qui n'avait pas réussi à cash-in évidemment. Ce serait bête qu'il perde sa mallette tout de suite à cause de ça. Mais je trouvais ça intéressant. Et puis le show va se terminer avec Seth Rollins qui sort du ring, qui va mettre un petit pedigree au passage à Dominique. Au passage, tranquillement. Comme il est très hué par la foule, ça a fait plaisir. Et Finn Balor qui va avoir des tensions avec Damian Priest et Rhea Ripley, etc. Donc c'est intéressant pour la suite, mais on n'a pas plus évolué que ça dans l'histoire, et j'espère un petit peu plus la semaine prochaine. Peut-être avec JD McDonough qui pourrait se rajouter dans l'histoire, parce que pour l'instant c'est vraiment inexistant pour lui, et c'est juste assez dommage. Donc voilà, c'est la fin de cette review de Raw. Il y a eu des 3 petites promos aussi intéressantes avec Thomas Ciampa sur les réseaux sociaux. Le Miz qui a fait une promo aussi pendant l'épisode de Raw en backstage, où il disait que la dernière personne qu'il avait insulté d'idiot, ou je sais plus quelle insulte il a choisi, il était plus là. Il parle évidemment de Bryan Danielson, enfin bref.
Et du coup, suite à ça, on aura un dernier match, j'espère, en tout cas, entre Tommaso Ciampa et le Miz. Ce sera no disqualification la semaine prochaine. Et j'espère en vrai que le Raw la semaine prochaine sera un peu plus intéressant que ce Raw là. Parce que même s'il n'y a pas eu trop de trucs dérangeants, je trouve que c'est trop brouillon. Et heureusement, on n'est plus à la même époque qu'à l'époque où vraiment à chaque épisode de Raw ou à chaque épisode de SmackDown, t'avais un truc vraiment irrespectueux pour un employé de la WWE en mode un changement de gimmick ou un enterrement total ou de trucs dans le genre. Mais on est loin de tout ça et on est loin de tout ça évidemment et tant mieux. Mais je trouve qu'il y a toujours beaucoup d'incohérences dans les weekly de Monday Night Raw et de Friday Night SmackDown et beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. C'est un petit peu dommage. Et là, c'était beaucoup trop brouillon, je trouve, cet épisode de Monday Night Raw. Heureusement, ça fait quelques semaines qu'on voit plus Homo, ça fait quelques semaines qu'on voit plus Indus Sher. C'est pas des catcheurs que j'apprécie énormément. Tous ces catcheurs-là, actuellement, sont pas très présents sur le devant de la scène, et tant mieux. Mais par contre, j'ai peur que quand ils feront leur retour, ça va faire très très mal. Enfin bref, c'est la fin de cet épisode de Monday Night Raw. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a eu cash à sport. Bisous bisous.